Bonjour à tous. Il y a quelques jours, le Studio Gonnet, magasin photo au Chambon-Faugerolles, dans la Loire à côté de Saint-Étienne, m'a proposé de prendre en main un appareil photo Leica, le SL2S. Là, je me suis dit, attends, c'est pas pour toi, hein, t'es habitué à la PSC, sur des marques courantes. Leica, ça va être trop compliqué. Bon, finalement, j'ai cédé, j'ai accepté et j'ai commencé à l'utiliser. Eh bien, surprise, c'est un appareil photo et pas un ordinateur. Allez, on voit ça ensemble après le générique. C'est parti! À la prise en main, un boîtier très massif qui donne une impression de solidité, vraiment une conception photo, pas trop de boutons, donc on voit que le produit est conçu pour durer, des molettes qui sont facilement accessibles, un gainage très agréable, une poignée qui se prend bien en main. Donc finalement, le poids se supporte très bien au niveau de cet appareil. Le viseur avec un réglage dioptrique très pratique, une visée qui semble très bonne, et un écran par contre qui n'est pas orientable, mais quand on l'allume, on se rend compte qu'il a un rendu qui est vraiment très exceptionnel, ainsi que le viseur. On a vraiment quelque chose de super. C'est un boîtier, on a tout de suite confiance quand on l'a dans les mains et on a l'impression qu'on va pouvoir faire des heures et des heures de photographie avec sans aucun problème. Pour ce qui est de l'optique, une optique aussi qui semble très qualitative, un peu massive, mais bon, on est quand même sur du plein format, de l'équivalent 24-36. L'optique n'est pas stabilisée avec une ouverture de 2,8 avec un range de 24-70 mm. La finition est très bonne, les bagues sont larges et faciles d'accès. Donc ça a l'air aussi d'une optique qui va être très agréable à utiliser. Et on va voir ça tout de suite. Nous avons un boîtier tout temps, donc étanche à poussière, à l'humidité, en mode IP54, donc une très bonne protection. Ensuite, nous avons un déclencheur qui est aussi bien utilisé pour la photo que pour la vidéo, suivi de 2 boutons paramétrables, donc on pourra y intégrer des réglages personnalisés des fonctions, suivi du bouton de verrouillage, déverrouillage des optiques, le capteur 24,6 millions de pixels stabilisé qui peut fonctionner obturateur mécanique ou obturateur électronique, le tout stabilisé, la LED d'assistance à la mise au point en AFS et un module de mesure de la lumière et la molette principale pour les réglages de prise de vue. Sur la face supérieure, on va trouver la griffe flash, donc une griffe flash standard, le réglage dioptrique pour la visée, donc un réglage très précis et très pratique à utiliser. Les 2 boutons raccourcis, d'origine il y en a un qui est attribué au réglage de la sensibilité et l'autre passage photo et vidéo. Un écran d'information qui est paramétrable et qui est très lisible. Les micros pour l'enregistrement du son en stéréo au moment des prises de vue vidéo. Sur la face arrière, l'interrupteur marche-arrêt de l'appareil que je trouve très bien placé et qui ne risque pas d'être manipulé par erreur. Un viseur de très haute qualité de 5 millions de pixels. Ce viseur est vraiment lumineux et très agréable à utiliser. Il est très grand quand on met l'œil dedans, on a une image qui est exceptionnelle. Un grand écran arrière qui malheureusement n'est pas articulé. Par contre, il est vraiment lisible dans toutes les conditions
Et il faut quand même faire attention parce que quand on visualise une photo, il a tendance à être un peu avantageux par rapport à l'image réalisée. Le choix de la visée pour basculer du viseur à l'écran, le joystick qui est gainé caoutchouc, qui est très confortable, sensible, il est vraiment bien positionné. La molette secondaire pour les réglages prise de vue manuelle ou dans les modes de priorité. La visualisation sur le bouton play pour les photos et les vidéos. Le bouton FN paramétrable qui par défaut vous permet d'avoir un quadrillage et un horizon virtuel dans la visée. Le bouton menu, ce bouton vous permet d'accéder directement au premier réglage de prise de vue et de faire vos paramétrages grâce à l'écran tactile. Et vous pouvez avec un second appui aller dans l'ensemble des menus, ou sans ça, dans le menu rapide, vous avez un petit raccourci qui vous permet aussi d'aller dans tous ces menus. Il est vraiment très sensible et très agréable à utiliser. Il remplace avantageusement de nombreuses molettes et on peut, même en plein soleil, faire les réglages de son appareil grâce à cet écran tactile. Sous la trappe à droite, on va retrouver deux emplacements pour carte SD haute vitesse. Sur la trappe à gauche, une prise HDMI type A, une grande prise HDMI, un port USB type C qui peut également être utilisé pour recharger la batterie, une prise audio entrée et une prise audio sortie. Sous l'appareil, la trappe d'accès à la batterie dont l'autonomie m'a paru quand même un peu limite. L'accès à la trappe, verrouillage, déverrouillage de la batterie qui est très bien placée et qui est sécurisante. Un petit cache en dessous duquel on va retrouver tous les contacts pour pouvoir fixer un grip sous l'appareil et augmenter son autonomie et aussi déporter certains réglages pour la prise de vue en mode portrait. Pour ce qui est de l'optique, sa mise au point minimum est de 18 cm à la focale 24 mm et de 38 cm à la focale 70 mm. Il est livré avec un pare-soleil, cette optique est tropicalisée, il pèse 906 grammes, il a deux grosses bagues, une pour la mise au point manuelle et l'autre pour le choix de la focale. Le diamètre de l'optique est de 82 mm pour les filtres. L'accès au menu rapide se fait grâce à la touche menu, un simple appui et on a tout de suite les réglages qui s'affichent sur l'écran arrière. Avec le doigt, puisque c'est un écran tactile, on va pouvoir sélectionner l'ensemble des principaux réglages de prise de vue. Donc par exemple, appuie sur le mode priorité ouverture, on peut choisir l'ouverture. Alors, on glisse la petite règle qui se trouve au-dessus ou on tourne la molette de l'appareil photo pour changer les réglages. Pareil pour la sensibilité et pour le décalage de l'ouverture. Ensuite, on accède à d'autres réglages. Cadence d'image, bracketing, cadence très rapide, retardateur. Réglage du type d'autofocus. Autofocus intelligent, autofocus à mise au point single, autofocus continu, autofocus manuel. Sélection de la zone de travail de l'autofocus. Réglage de la réactivité de l'autofocus. Choix du mode de mesure de lumière, donc multizone, pondéré central, spot. La balance des blancs. Pareil, on peut aller de balance des blancs automatique à balance des blancs paramétrée. Le type de fichier qu'on va enregistrer. Donc JPEG, DNG, JPEG seul, JPEG plus DNG. Le travail sur les cartes mémoire, formatage du slow 1 ou du slow 2. Le mode détection des personnes. Le verrouillage des réglages pour éviter de mauvaises manipulations. Tout ce qui est connectivité pour relier l'appareil photo au smartphone, pouvoir aussi utiliser le GPS du smartphone. Et l'accès à l'ensemble des menus. Donc on a le menu principal, avec 6 possibilités de réglage, enfin 6 onglets qui recouvrent l'ensemble des réglages et des paramétrages possibles de l'appareil photo. Dans l'ensemble, les menus sont relativement clairs, assez bien traduits, à un ou deux termes près, mais ça reste tout à fait fonctionnel et rapide à utiliser.
On va commencer par quelques images, donc réalisées avec le couple 24-70 objectif Leica et donc le Leica SL2S pour voir quels sont les réglages optimum au niveau optique pour l'utilisation. Donc là je suis à f2.8 70 mm sans ISO et le but est de voir déjà quand est-ce que la diffraction va apparaître. Donc là on a déjà une image de très bonne qualité à 100%. Je passe à f3.5. Après je garde les mêmes paramètres de focale et de sensibilité. Donc là le piqué est toujours très très bon. Pareil à f4.5. Il n'y a rien à dire, hein. On est vraiment sur du matériel très qualitatif. F8, F10. Donc là, en APS-C, sur du F10, on commencerait un petit peu à avoir une légère perte de piqué, ce qui n'est pas le cas ici. F13. Donc là, F13, on commence à peine à voir une légère perte, mais elle est quasi insignifiante. Par contre, à F16, on commence à la voir un peu mieux. F20, on voit que le piqué, la structure de l'image est de moins bonne qualité. Et F22, là, on voit qu'on a vraiment commencé à perdre en piqué. Mais je vous rappelle malgré tout qu'on est à 100% et que l'image est tout à fait exploitable, hein. C'est vraiment pour chercher le meilleur rendement de l'objectif. Donc on va éviter d'aller en dessous de F13, hein, pour avoir vraiment une bonne qualité, très très bonne qualité. On va travailler idéalement entre F4.5 et F13, sachant qu'à F8 c'est là qu'on aura quand même le meilleur rendement. Pour ce qui est du vignotage, je reviens à 2.8 et regardez l'évolution sur la partie droite. Vous voyez 4.5, 3.5, 2.8. Donc on peut considérer que le vignotage a réellement disparu à 4.5, bien que dans les ouvertures précédentes, il ne soit pas particulièrement gênant, hein. On s'en rend compte vraiment dans cette zone-là. Si je recommence, vous voyez, et là, on a obtenu le maximum. Là, on n'a plus de changement, on n'a plus ces zones légèrement sombres sur les bords. Maintenant, pour ce qui est de la stabilisation. Donc là, je suis au 640e de seconde. 70 mm, 50 ISO. Vous voyez, le piqué est vraiment, on voit vraiment les détails, hein, je suis à 100%. F4, rien à dire. 1 125e de seconde, 6.3, aucun problème. 50e de seconde, 70 mm, F10. Et ensuite, là, je passe au 1/25e de seconde, F14, 70 mm. Donc, je suis encore dans une plage où la diffraction due à la fermeture du diaphragme n'a pas encore une trop grande importance. Et malgré tout, on voit la perte de netteté sur les détails. Donc à F14, au 25e de seconde, à 70 mm, on commence à être à la limite de la stabilisation avec cette optique. Donc au 1/13e de seconde, 70 mm, là la stabilisation n'agit plus. Donc on peut en conclure que la stabilisation au 70 mm est encore efficace jusqu'au 1/50e de seconde, mais en dessous, l'image perd de son piqué. À savoir que c'était quand même une image que je regarde à 100%, et là je suis revenu à l'affichage standard, et le 13e de seconde, à cette distance en affichage standard, on ne voit pas vraiment l'évolution. Mais à savoir qu'à partir du moment où on voudra recadrer dans la photo, on a une limite à ne pas dépasser au niveau de la stabilisation. Là, je vais chercher les aberrations. Donc, regardez, je suis à contre-jour. Je suis affiché à 200%, 300%.
Et même à 300%, les aberrations chromatiques sont pas évidentes à trouver, hein. Même en zoomant beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc là, correction, elle est vraiment impeccable sur cette optique avec ce capteur. Photo réalisée dans un concours d'escalade en salle. Au niveau du rendu chromatique, il n'y a vraiment rien du tout à dire, hein. 70 mm, 2.8, 400 ISO, 160e de seconde. Je vais zoomer à 100%. Et on a vraiment beaucoup de détails à 100%. La balance des blancs est très efficace, hein. Pourtant la lumière était difficile. Mais on va voir qu'une image à l'autre, on n'a pas d'évolution majeure de la balance des blancs. Alors pour rappel, je suis toujours en fichier DNG non traité, hein, sortie boîtier. Vous voyez, 400 ISO, pas mal d'informations. L'autofocus, c'est efficace. On va aller voir les détails. 100%. F4. 800 ISO. On a une très bonne qualité d'image. 1600 ISO, 320e de seconde, f2.8. Et là, on est pratiquement en haut du mur d'escalade, hein. Toujours 1600 ISO, 1/500e de seconde, f2.8, 70 mm. Vous voyez, le bruit n'est pas absolument pas gênant, même quand on va zoomer à 100%, 200%. C'est vraiment impeccable. Alors, on voit la trame de la corde, les détails, la granulométrie du mur. Ensuite, en extérieur, à main levée, 60 mm, 100 ISO, f6.3. Donc là, j'étais quand même accroupi, avec les genoux en appui, ce qui explique que le 1/5e de seconde soit encore accessible, voyez, sur cette vitesse lente. Bon, j'ai un léger flou de bouger, je suis à 100%, mais j'ai quand même toutes les informations, hein. Donc en étant bien calé, à main levée, on peut réussir à descendre au 5e de seconde, au 60 mm. 10e de seconde, à peu près dans les mêmes conditions, f6.3, toujours 100 ISO, 100%. Vous voyez, on a vraiment des petits détails qui apparaissent, c'est vraiment très bon comme couple boîtier optique. Mais à condition difficile. Donc là, ce que je veux voir, c'est en DNG la possibilité d'aller chercher des informations dans les ombres, voir comment ça se comporte. Regardez les zones. Vous voyez, j'ai quelques zones qui sont brûlées. Je vais voir la possibilité de les réduire. Sachant qu'on est quand même sur de la glace avec des reflets. Mais si je fais le comparatif avant-après, voilà. Donc on a aussi une assez bonne dynamique du capteur qui permet d'aller
chercher des informations, même si on est exposé plutôt sur les hautes lumières, et d'aller chercher quelques détails dans les zones bouchées. 1:8 à 70 mm en photo rapprochée. Vous voyez, 100%, sans ISO. Un petit point de vue avec le grand angle, 25 mm, f8 et 70 mm f8. Ça vous donne une idée du range de l'optique sur un plein format. Un portrait à 2.8, 50 ISO, 70 mm. Toujours sans post-traitement. Un détail, f4, 70 mm. « 100%. À main levée, 50 ISO. Voici donc venu le moment de la conclusion. Donc, comme à mon habitude, je ne vous parlerai que du côté photo du boîtier que je teste. Je ne suis pas utilisateur de vidéos, donc je serai vraiment mal placé pour aborder ce point. Alors, c'est vrai que ce boîtier inspire vraiment confiance quand on le prend en main. Sa finition, son rendu, sa texture, etc. font de ce boîtier quelque chose qu'on prend plaisir à manipuler. Le minimalisme au niveau des boutons, il y a beaucoup moins de boutons que sur certains autres modèles concurrents, ne dérange absolument pas l'utilisation. Ça reste très facile à manipuler et ça rend vraiment la photo efficace. On est sur du matériel photo. On a un très bon viseur. Quand on met l'œil pour la première fois dans ce viseur, c'est incroyable, sa luminosité, sa surface, les informations ne viennent pas brouiller tout, c'est vraiment bien organisé. L'écran tactile est vraiment très sensible et facile à utiliser, et c'est ce qui rend l'absence de boutons tout à fait sans gêne, hein, puisqu'on peut vraiment manipuler les raccourcis à partir de cet écran, qu'on soit dans l'obscurité ou dans la pleine lumière. La poignée est très bien dessinée et elle est agréable à utiliser, et on en oublie le poids de l'appareil photo avec son optique, parce que c'est vrai que quand on le tient, on l'a vraiment bien en main. Il y a 2 lecteurs de carte SD, ce qui est quand même bien et qui évite d'investir davantage dans des cartes chères. La stabilité dans la balance des blancs et dans l'exposition est très très bonne. J'ai pu donc au cours du concours d'escalade réaliser pas mal de photos, et je me suis rendu compte que d'une photo à l'autre, il n'y avait pratiquement pas de variation au niveau de l'exposition, au niveau de la balance des blancs, et pourtant la lumière n'était pas facile et il y avait des mélanges de sources lumineuses. La très bonne qualité des images DNG, on a pu se rendre compte en visualisant qu'on soit à 100, 200%, il y avait toujours du détail, toujours des informations. Et bon, la qualité du capteur et la qualité de l'optique, très bonne qualité de capteur et très bonne qualité d'optique. Pour ce qui est de ce que je regrette, l'écran arrière, je reviens sur lui, il est brillant. Et quand on visualise les images, il est trop flatteur. J'entends par là que des images qui me semblaient très lumineuses au niveau de l'écran arrière, vues sur l'écran de l'ordinateur, le sont un peu moins. Donc c'est pas un problème, hein, parce que le capteur a une très grande dynamique et on peut travailler sur ces images. Mais voilà, ça fait un rendu trop flatteur sur les images. L'autofocus est perfectible parce que je me suis rendu compte que dans certains cas de mouvements ou de sujets
en déplacement et il n'était pas toujours au top. Et j'ai fait une séance de photos de splash, donc de jeter de pierre dans l'eau. Et là, je me suis rendu compte que l'autofocus avait toujours un petit retard par rapport à l'explosion d'eau et j'ai quand même eu pas mal de déchets. Après, si je me rapporte au prix de l'appareil, de l'objectif, après les quelques jours que j'ai passés avec lui, je pense que c'est quand même justifié dans la mesure où on a un matériel qui a une certaine pérennité, qui est vraiment très bien construit, dans lequel on peut avoir totalement confiance. Et si je compare le rendu des images par rapport à des produits concurrents à tarifs identiques, c'est vrai que là j'ai trouvé quelque chose dans les images que j'ai pas retrouvé dans la concurrence. Hein. Même si la concurrence est très très bonne, là il y a un petit quelque chose dans le rendu, malgré qu'on soit sur un capteur de 24 millions de pixels, qui amène une qualité photographique qui est quand même assez exceptionnelle. Hein. C'est vraiment du matériel de photographe qu'on peut emmener, qu'on peut exploiter, et je pense qu'on peut utiliser dans des conditions extrêmement difficiles sans jamais avoir à le regretter et sans avoir envie de le laisser à la maison en craignant de l'abîmer. Voilà, eh bien, j'espère que ce petit compte-rendu, ce petit test vous aura intéressé et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Merci et au revoir.